Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exo de colle numéro 17. Et aujourd'hui nous allons attaquer l'exercice suivant. Montrer que si on prend n matrices nilpotentes de taille n qui commutent 2 à 2, alors le produit de ces matrices nilpotentes donne 0. N'hésitez pas à faire une pause pour essayer d'y réfléchir par vous-même avant de voir toute indication. Bon, alors la première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que c'est une généralisation d'un résultat que vous avez soit déjà vu, soit pas encore vu, mais peut-être déjà entendu parler. Donc c'est la généralisation du résultat suivant. Si je prends n une matrice dans Mn de K, nilpotente, alors son indice de nilpotence est O plus n. Autrement dit, la matrice mise à la puissance n donne 0. C'est un cas particulier de... Enfin, c'est un cas particulier. Ce truc-là est un cas particulier de ce truc-là. Il suffit de prendre tous les ni égales à la même matrice nilpotente. Ok. Et si vous vous souvenez, bon, une manière de le prouver, je pense que c'est la plus simple, c'est d'utiliser le théorème de Cayley-Hamilton, qui dit que toute matrice s'annule par son polynôme caractéristique, et le polynôme caractéristique d'une nilpotente, c'est x puissance n. C'est une manière très rapide de prouver cette chose-là. Bien sûr, on utilise un théorème assez fort qui est le théorème de Cayley-Hamilton, théorème de Cayley-Hamilton, dont j'ai déjà parlé lors d'exercices précédents. Une façon de prouver qui était de jouer avec la densité des matrices diagonalisables parmi les matrices tout court. Donc voilà, il y avait des choses là-dedans que vous pouvez utiliser. Bref, mais ici on va essayer d'utiliser une autre façon de prouver, puisque là on ne travaille pas avec la même matrice nilpotente, on a des matrices qui commutent 2 à 2, c'est ça qui est plus compliqué. On ne nous dit pas que les matrices s'écrivent les unes en fonction des autres. Alors, c'est vrai que vous pourriez réfléchir sur quelles sont les possibilités pour qu'une matrice commute avec une autre. Et il se trouve qu'on pourrait avoir des résultats en partant là-dessus. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une autre preuve, okay, de cet exercice, une autre façon de résoudre cet exercice que celle que je commençais à esquisser. Je vais vous proposer de montrer quelque chose sur le rang, c'est-à-dire faire un petit exercice intermédiaire. Et cet exercice intermédiaire est le suivant. Donc si je prends A et B, deux matrices de Mn de K, donc K étant R ou C, je pense que ça peut généraliser à tout corps, mais bon, je ne vais pas affirmer trop ce que je viens de dire là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais disons K, R ou C. Donc si je prends deux matrices A et B telles que A est non nul, B est nilpotente, et A et B commutent entre eux. Donc si je prends deux matrices qui vérifient les trois choses, alors le rang de A fois B ou de B fois A est plus petit strictement au rang de A. Ok, on va essayer de montrer cet exercice. Donc là, vous avez cet exercice intermédiaire qui va permettre de résoudre plus facilement cet exercice. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause, maintenant que j'ai donné un petit peu plus d'indications, un petit peu plus de choses. Si vous voulez essayer de faire cet exercice, allez-y. Maintenant que j'ai posé cette chose, normalement c'est aussi atteignable pour les premières années d'essayer de résoudre cet exercice, même si c'est loin d'être un exercice super facile. Hein. Au passage, je donne une petite anecdote. Cet exercice-là, posé tel quel, est un exercice qui est tombé en oral d'ENS. D'accord, d'ENS Ulm. Donc quand même, voilà, c'est pas n'importe quel exercice là qu'on est en train d'attaquer. Mais c'est vrai qu'avec ce petit exercice à faire, bah, ça va être un petit peu plus simple de résoudre cet exercice-là. Parce que je pense que pour ceux qui sont avertis, qui ont l'œil, ils devraient voir le lien entre montrer ça, puis ensuite en déduire ça. Je pense que vous devriez pouvoir le voir. Mais si vous ne le voyez pas, c'est pas très grave. On va y aller ensemble. Okay. Donc on va prouver le résultat. Donc je vais l'appeler étoile. Preuve de étoile.
étoile. Alors pour prouver étoile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raisonner par l'absurde. D'accord? C'est une façon de faire. Hein. Il n'y a peut-être pas que cette manière de faire, mais je vais vous proposer une manière qui n'est pas trop difficile à comprendre et voilà, quoi, qui va être assez agréable, je pense. Donc, on va supposer par l'absurde, donc supposons par l'absurde que le rang de AB, qui est aussi le rang de BA hein, au passage, est supérieur ou égal au rang de A. Ok. Alors, si je suppose ça, il y a une petite propriété sur le rang qu'on peut chercher à utiliser, qui serait que le rang, donc qui serait que le fait que le rang, que le rang d'une composition est inférieur ou égal au rang d'une des fonctions, d'accord? Donc c'est une inclusion pas si difficile à montrer. Donc je vais l'écrire, hein, l'inclusion que je propose, c'est de dire que im de AB est incluse dans im de A. Je pense que c'est assez clair de voir ça, d'accord? Et donc ceci nous rappelle l'inégalité dans l'autre sens pour le rang. Donc le rang de AB est alors inférieur ou égal, puisque je vous rappelle que le rang c'est la dimension de l'image. Donc le rang de AB est inférieur ou égal au rang de A. Donc ceci implique deux choses. Qu'on a le fait que rang de AB est égal à rang de A. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça implique aussi que im de AB est égal à im de A. Ok, donc c'est quand même, voilà, ça donne quelque chose d'assez sympa. Alors après, la deuxième chose qu'on peut prouver, c'est aussi que le noyau de AB, bah, ça va être égal au noyau de A. Hein. Je pense que vous pouvez aussi le comprendre assez bien. Pourquoi? Bah, parce que le noyau, donc aussi il y a une question d'inclusion qui va se faire, et une question de dimension. Si j'applique le théorème du rang, donc le théorème du rang, il me dit quoi? Il me dit que la dimension de la matrice, n, est égale au rang de la matrice plus son noyau. La dimension de son noyau. Et je peux écrire la même chose pour AB. Ok. Donc ça nous induit, puisqu'on sait déjà que le rang de A est égal au rang de AB, bah, ça nous induit que les dimensions de ker de A et de ker de AB sont les mêmes. Voilà. Dim de ker de A est égal à dim de ker de AB. Ok. Mais de plus, le noyau de AB, il est plus grand que le noyau de A. Ok, alors pourquoi? Bah parce que le noyau de AB, bah en fait c'est égal au noyau de B1, hein, les deux matrices commutent. Ok, et bah ça on peut montrer assez facilement que c'est inclus dans le noyau. Non, l'inclusion je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Que le noyau de A est inclus dans le noyau de BA. Je pense que c'est assez clair. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que le noyau de A est égal au noyau de AB. Par égalité de dimension et par inclusion d'espace vectoriel. Ok, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Alors après,
Bah, comme on sait maintenant que la dimension du noyau c'est égal à la dimension, donc comme on a une égalité de dimension ici, bah, on va pouvoir conclure quelque chose d'assez, peut-être assez important, c'est le fait que le rang de B va être alors plus grand que le rang de A. Alors pour ce faire, on pourrait remarquer également que le noyau de B est inclus dans AB. Donc on a, enfin, oui, le noyau de B est inclus dans AB. Okay. Donc ça nous dit que la dimension du noyau de AB est plus grand que la dimension du noyau de B, et donc ça veut dire que l'image de AB en dimension, hein, donc le rang de AB est plus petit que la dimension de l'image de B. D'accord? Donc ça nous dit ça. Alors je vais écrire ici. Hop. On a alors que rang de B est plus grand que rang de... Alors, on a rang de B qui est plus grand que le rang de A, parce que le rang de A, c'est la même chose que le rang de BA ou de AB. D'accord? Bon. Ok. Bon, ça fait pas mal de petites choses là, qu'on vient de démontrer. Pour l'instant, on ne voit pas forcément tout bien s'agencer. Mais ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va se permettre de travailler sur l'image de A et travailler une fonction un peu particulière qui va prendre une matrice dans im de A et qui va la multiplier par B. On va regarder cette application-là et on va voir quelque chose d'assez intéressant grâce à ce qu'on a mis en évidence ici. Ouais, donc, hop, je vais effacer un tout petit peu là. Et puis je vais peut-être garder en mémoire certains résultats. Donc là notamment, je vais garder en mémoire le fait que ker de A est égal à ker de AB. Et je vais garder en mémoire le fait que le rang de B est plus grand que le rang de A. Et de plus, on peut garder aussi en mémoire que le rang de AB égale au rang de A, ou que l'image de AB égale à l'image de A. On peut garder en mémoire ces choses-là. Bon, là j'ai écrit les choses, je pense, qui vont me servir davantage. Ok. Donc je vais considérer maintenant l'application suivante. Je pose phi qui a une matrice dans im de A associe la matrice B fois la matrice que j'ai choisie. D'accord? Donc il va aller de im de A vers, et la question c'est vers quoi? Alors en fait il se trouve que phi est un endomorphisme. Et en plus de ça, c'est un endomorphisme injectif. Avec les hypothèses que nous avons, on peut montrer ça. Alors pour montrer que c'est un endomorphisme, ça ne va pas être très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a montré que l'image de A, c'est la même chose que l'image de AB, ou que de BA. Donc en fait, si vous écrivez ce qui se passe, hein, donc si vous prenez Y dans im de A, alors ça veut dire qu'il existe un X dans Mn de K, tel que Y égale A fois X. Ok? Et puis bah, vous écrivez, donc phi de Y, c'est égal à B fois Y, qui est égal à B fois A fois Y. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est dans l'image de BA, mais vous savez, vous pouvez le faire comme vous le sentez. D'ailleurs j'ai mis Y, c'est X ici. Vous pouvez le faire comme vous le sentez. Moi je vais le faire assez rapidement en utilisant la commutativité de B et A. Donc j'ai A, B, X. Et comme ça me permet d'affirmer que ça appartient bien à l'image de A. On a déjà utilisé la commutativité quelque part, mais bon voilà, j'aurais pu conclure direct en disant ici, bah là c'est bon, c'est dans l'im de A. Mais comme ça, pour faire en sorte que vous le voyez bien, j'ai préféré utiliser la commutativité de A et B. Comme ça au moins, vous le revoyez bien. Ok, donc déjà c'est un endomorphisme, je pense que c'est clair que c'est une application linéaire, j'ai peut-être pas besoin de le faire, hein, d'accord? Si vous n'êtes pas convaincu, faites-le, c'est un petit exercice. Et puis montrer qu'il est injectif. Alors montrer qu'il est injectif, il faudrait montrer que le noyau de phi vaut 0. Ok, alors bon bah, si je prends un élément y, toujours pareil, hein, si je prends y dans im de A,
Donc si je prends y dans im de a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... enfin, si je prends y dans im de a et dans le noyau, donc ça veut dire que d'une part y s'écrit a fois x, et d'autre part que... je vais y arriver, que by est égal à 0. Mais by c'est donc bax, ainsi. Or, by c'est bax, mais bax c'est la même chose que abx. Ok? Et ce qui doit normalement vous rester en tête là, c'est qu'il y a une égalité de noyau qu'on a démontré, qui est que le noyau de A, c'est égal au noyau de AB. Ok? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, x est dans le noyau, puisque ça, on sait que c'est égal à 0. Là, on sait que x est dans le noyau de AB. Ok? Donc, x étant dans le noyau de AB, ça veut dire qu'il est aussi dans le noyau de A. C'est égal au noyau de A. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, comme y était égal à a fois x, a fois x vaut 0, puisque x est dans le noyau de A. Donc ça vaut 0, et donc ça veut bien dire que phi est injectif. Ok? Donc vous voyez là, cette information est quand même très importante ici. Très utile. Très bien. Bon. Alors maintenant, ce que j'affirme, c'est qu'il y a moyen de montrer qu'en fait, on a une contradiction, du coup, puisque on a montré que l'endomorphisme est injectif, cet endomorphisme est injectif. Donc là, on sait que c'est un endo, je pense que c'est bon, je peux mettre im A. Et il y a une contradiction, je pense qu'elle va être... pour ceux qui ont bien retenu toutes les hypothèses, mais il suffit de relire en haut, il y a l'hypothèse que B est nilpotente, et justement, le fait que B est nilpotente, ça va impliquer qu'on a un problème avec l'injectivité. Donc j'efface un peu, je garde juste le résultat endomorphisme injectif. Bon, finalement, j'ai fait des trucs peut-être en trop, notamment le rang de B plus grand que le rang de A, mais c'est pas grave. En tout cas, là, l'information importante, c'était celle-là. Ok, alors là, je veux faire une contradiction. Donc, on va avoir une contradiction avec le fait que B est nilpotente. D'accord? Donc, dire que B est nilpotent, je rappelle, ça veut dire qu'il existe un entier naturel non nul, tel que, si je le mets à la puissance P, ça fait 0. Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais phi p fois, ça fait 0. Donc la composée p fois de phi, ça fait 0. Mais je sais que phi est injectif. Donc si phi est injectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application linéaire que j'aurais posée, c'est l'application nulle. D'accord? Donc là, c'est ça que ça voudrait dire. Ça veut dire que, donc phi est l'application nulle. Mais si phi est l'application nulle, là on n'est plus injectif. Hein. Enfin, je pense que maintenant c'est... Je sais pas si c'était vraiment la peine que j'écrive ça en fait. J'aurais pu juste dire, là déjà, en ayant dit ça, ça veut dire que n'importe quel x que j'ai codé par vaut 0. Donc peut-être que, excusez-moi, je vais réécrire autrement. C'est pas que phi est nul, ça impliquerait... Donc, dire ça, c'est dire du coup que pour tout... Je vais le réécrire autrement parce que c'est pas très bien écrit ce que j'ai écrit là. Donc si je prends n'importe quel y dans im de A, je sais que phi p de y, ça fait 0. Mais en sachant ça, comme phi est injectif, ça veut dire que y égale 0. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que im A, c'est égal à 0. Voilà, c'est ça, c'est mieux. Ça veut dire que l'image de A vaut 0. Mais est-ce que l'image de A peut valoir 0? Non, parce que la matrice A est non nulle. Or, A différent de 0, donc im A ne peut être nul. Ne peut être réduit à 0. Contradiction.
Et donc ça rentre en contradiction avec l'hypothèse qu'on avait posée, l'hypothèse de l'inégalité dans l'autre sens, l'inégalité large dans l'autre sens. Et donc ça signifie qu'on a bien cette inégalité stricte. Voilà une preuve de ce petit exercice. Alors bon, j'ai fait cette petite inégalité, en fait, finalement, ne servait pas à grand chose. Ok, c'est pas grave, ça arrive. Hein, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est un exercice loin d'être simple, donc évidemment, il y a des petites choses qui reviennent pas forcément sur les choses qu'il faut vraiment bien expliquer, mais bon, c'est pas forcément très grave. J'espère qu'en tout cas, vous voyez vraiment comment prouver ce petit exercice étoile là. Et maintenant qu'on a ce petit exercice étoile, on va pouvoir conclure le résultat de cet exercice. Ok, je vais effacer maintenant pour pouvoir attaquer la résolution de l'exercice. N'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de trouver, avant que je l'écrive, comment résoudre l'exercice sachant connaissance résultat. J'espère que vous avez fait ça. Alors, j'ai N1 jusqu'à Nn des matrices. Alors ce que je peux faire, c'est faire une récurrence, en fait. C'est ça que je vais faire. Je vais faire une récurrence, donc soit K, disons appartenant au naturel, non nul. Bon, je vais dire, hop, attendez, je vais dire, on va dire quand même K compris entre 1 et N. Okay. Et puis on va prendre N1 jusqu'à Nk des matrices nilpotentes. Donc, nilpotentes qui commutent 2 à 2. Alors j'affirme qu'on va pouvoir montrer que le rang du produit, donc NI allant de 1 à K, le rang du produit est inférieur strict à N moins K plus 1. Voilà. J'affirme qu'on peut prouver ça pour tout cas. Alors pour le prouver, on va faire une preuve par récurrence. Hein. Récurrence sur K. Alors la preuve par récurrence, on va prendre d'abord K égale 1. Si je prends K égale 1, je sais que N1 est nilpotent. Donc comme N1 est nilpotent, ça veut dire que le noyau est non nul. Parce que sinon, on a un problème, on l'a dit tout à l'heure aussi, hein, on ne peut pas avoir un endomorphisme nilpotent, on ne peut pas avoir un endomorphisme à la fois nilpotent et injectif. Ça n'a pas de sens. Puisque là, ici, injectif, ça veut dire bijectif, ça veut dire qu'on serait capable de donner un inverse. Et une nilpotente, c'est pas inversible. Okay, donc le noyau est non nul, et donc ça veut dire que l'image, que le rang de N1 est clairement plus petit strict. Le rang de N1, par théorème du rang, est plus petit strict à la dimension. Donc ça marche. Et c'est bien le cas de figure où je remplace K par 1. Ça me donne bien N. Ok. Alors maintenant, par récurrence, hein, supposons, classique, hein, supposons que pour K fixé, pour un K fixé, la propriété est vraie. Et puis on va montrer pour K plus 1. Alors, pour montrer pour K plus 1, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On écrit le produit, hein, donc le produit pour I allant de 1 à K plus 1, des NI. Et ce produit, je peux l'écrire comme étant le produit pour I allant de 1 à K, des NI, le tout fois NK plus 1. Mais ce que je peux remarquer, c'est que NK plus 1 commute avec ce produit, en fait, puisque NK plus 1 commute avec chacune des matrices 2 à 2, hein, donc il suffit de faire permuter cycliquement ou juste 2 à 2 comme ça les termes, et on va se retrouver avec ça qui est égal aussi à NK plus 1, produit pour I allant de 1 à K, et NI. Et donc si vous faites bien attention, ce qui pourrait jouer le rôle de A, c'est ça,
Et ce qui va jouer le rôle de B, c'est cette matrice-là. Donc B est nilpotente. Alors après, on peut distinguer deux cas. Si A est nul, bah, on a automatiquement le résultat, puisque le rang sera égal à 0. Hein. Donc si A égale 0, alors le rang du produit I allant de 1 à K plus 1 dni est égal à 0, qui est donc plus petit strict à n moins K plus 1 moins 1, donc n moins K. Et si K est plus petit que n, c'est bon, il n'y a pas de plus petit que n strict. Donc ça va le faire. Et de toute façon, c'est l'inégalité qu'il faut avoir. Et puis si A est non nul, alors si A est non nul, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir que le rang de A fois B, je peux appliquer le résultat là-haut, le rang de A fois B est plus petit strict au rang de A, qui doit être déjà lui-même plus petit strict que n-k plus 1. Comme le rang de A est au plus égal à n-k, bon bah on n'a pas le choix, ça veut dire que le rang de A fois B est plus petit strict que n-k. Et c'est gagné, la récurrence est faite. D'accord, bon, c'est pas super propre, mais en tout cas, elle est là, la récurrence. Et maintenant, pour conclure, il suffit de prendre k égale n, parce que le résultat est vrai pour tout k compris entre 1 et n. Et si je remplace k par n, ça veut dire que le rang du produit, donc, en prenant k égale n, on a donc le rang du produit des ni, y allant de 1 à n, est inférieur strict à 1, et donc il n'y a pas le choix, c'est un entier naturel. Donc ça veut dire que le rang du produit est égal à 0, et donc le produit est égal à 0. Terminé. Voilà, alors un exercice dont la résolution est loin d'être évidente. Ok. Vous avez vu là, alors encore une fois, ce n'est pas la seule solution, il était aussi possible d'étudier ce qui se passait pour la commutativité des matrices 2A2 et remarquer certains résultats, mais bon, c'est loin d'être facile aussi de déterminer les matrices qui commutent avec une matrice en particulier. Alors il se trouve que, alors là pour le coup, je crois que je vais avoir besoin, si je veux montrer ce résultat, je vais avoir besoin du fait que K soit choisi R ou C, d'accord? Ici, dans tout ce que j'ai dit, je pense qu'il y a moyen de faire une preuve pour un autre corps que R ou C, mais si on voulait faire une autre preuve possible, en prenant K égale R ou C, il y aurait peut-être moyen de le faire aussi en disant que si je veux déterminer, enfin l'ensemble des matrices qui commutent avec une matrice en particulier peut se décrire comme l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous la forme d'un polynôme par rapport à la matrice qu'on regarde. Donc si j'ai A, et que je veux chercher les matrices qui commutent avec A, les matrices qui commutent avec A, ce sont toutes les matrices qui s'écriraient sous la forme de polynôme en A. Quelque chose en tout cas du genre. Bon, j'affirme quelque chose sans forcément l'avoir écrit ni quoi que ce soit, mais bon, ça peut être une façon d'essayer de résoudre ce problème. Puisque si on sait ça, dans ce cas-là, ça revient un peu au même genre de truc que de déterminer ça. Ouais, mais bon, encore une fois, c'est loin d'être si évident que ça. Je trouve que cette preuve-là, même si elle n'est pas simple, elle est quand même assez bien compréhensible. Et je pense qu'on peut vraiment généraliser avec n'importe quel corps. Donc ça peut être pas mal de bien comprendre cette preuve. Bon voilà, et puis bon évidemment vous pouvez à partir de ce résultat en conclure ce résultat-là, c'est plutôt cool. Bon voilà, alors c'est tout pour cet exercice de colle. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous connaissez des gens pour qui ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, des remarques, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, en commentaire bien sûr. Et puis pareil, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'exo de colle numéro 18, si tout va bien. Allez, salut à tous et bon week-end.